Merci beaucoup, professeur Marie-Claude. Merci, professeur Hicham, chers collègues. Merci, professeur Abdellatif. Bonjour, chers étudiantes et étudiants, chers collègues aussi qui participent à cet échange et ce débat sur les méthodologies de recherche, sur les nouvelles tendances théoriques, les rapports entre théorie et empirie. J'aimerais commencer par là où Hicham a terminé sa présentation en parlant, en disant deux mots sur l'interdisciplinarité. L'indisciplinarité, c'est pas un vœu, c'est un effort. C'est un effort méthodologique, un effort intellectuel, euh, un effort théorique d'aller puiser, d'aller s'ouvrir sur les autres disciplines, les autres modes de pensée, les autres approches de la réalité. Et donc, tous ceux qui croient, par exemple, qui pensent que ce que euh, Hicham et moi présentons euh, pendant ce séminaire ne sont pas concernés, ils ont tort. Ils ont tort parce que même qu'ils viennent de l'économie, de la gestion, de la littérature, ils sont autant concernés que ceux qui viennent des sciences sociales, en sociologie, en anthropologie, notamment en histoire. Donc, parce que l'interdisciplinarité aussi, c'est une ouverture d'esprit, hein, pour aborder nos terrains, nos soucis de recherche, nos domaines de recherche de manière générale, de les aborder différemment, avec des yeux neufs et avec des perspectives neuves. C'est ça ce qu'on entend par l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, ce n'est pas une juxtaposition, hein, de disciplines, mais c'est l'effort de les relier, mais l'effort qu'une personne, une seule personne fait, hein, pour s'ouvrir sur les autres. Deuxième point, la semaine passée, j'ai parlé du post-structuralisme. Et le post-structuralisme, pour le redire aujourd'hui, ce n'est pas une seule tendance. Tout ce qui est post, en général, ce n'est pas une seule tendance. C'est plusieurs tendances qui viennent après un mode de pensée dominant, qui a dominé pendant des années, qui a dominé des champs d'études et de recherche multiples, comme le structuralisme, par exemple, qui a dominé le, le langage, les études de langage, en anthropologie, en psychanalyse, en économie. Et le post, c'est tout ce qui vient comme critique qui se base sur l'apport du structuralisme pour essayer de le dépasser ou bien dépasser les limites, certaines limites, hein, que cette tendance structuraliste a montré. Et donc, le post-structuralisme, donc c'est plusieurs tendances. On parle par exemple du constructivisme comme une tendance post-structuraliste, mais aussi on parle de déconstructivisme à la Derrida comme aussi post-structuraliste. On parle aussi comme la philosophie de l'immanence et du devenir de Deleuze, hein, comme une posture post-structuraliste. Et donc, et on parle aussi, hein, des tournants ontologiques que je vais présenter aujourd'hui comme une posture et comme une tendance aussi post-structuraliste parce qu'il fonde sa critique, hein, surtout la critique qu'il va adresser Viveiro de Castro, l'anthropologue brésilien au structuralisme, et il base sa critique sur le dépassement du structuralisme. Et on le verra tout de suite. Donc, je vais présenter aujourd'hui ce qu'on appelle le tournant ontologique ou bien the ontological turn. The ontological turn, il marque, comme je viens de le dire, une nouvelle tendance ontologique en sciences humaines et sociales, notamment, et pas seulement en anthropologie, ça vous peut vous montrer les champs
auxquels l'ontologisme peut s'appliquer, l'archéologie, l'anthropologie, l'écologie, sciences politiques, sociologie des religions et de la science. Donc on trouve des courants dans plusieurs de ces domaines qui ont adopté cette posture ontologique, une approche de la réalité. Le tournant ontologique, on l'appelle aussi perspectivisme. Perspectivisme qui, dans la base fondamentale de l'émergence de ce courant, est de rompre avec les explications structuralistes, comme je viens de le dire, mais aussi avec les explications culturalistes, les explications cognitivistes, à distinguer des tournants cognitifs que Hicham vient d'expliciter, hein, et des tournants psychologiques, des explications psychologiques et psychanalytiques de la diversité et de l'altérité. Son but est d'effectuer la multiplicité réelle des réalités et des mondes. Autrement dit, pour l'ontologie, ou bien pour le courant ontologique, il n'existe pas un seul monde. Il y a des mondes multiples, ce qu'on appelle le pluverse. On ne parle plus de l'univers, mais le pluvers. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de mondes et d'univers. Et ce n'est pas un seul monde qui est perçu de façon différente par des êtres humains. Alors, pour le dire tout de suite, je vais donner un exemple parce que je sais que c'est assez difficile comme courant de penser, parce que ces fondements qu'on va le voir, ce sont des fondements philosophiques, surtout le perspectivisme nietzschéen et deleuzien. Je vais donner un exemple pour vous approcher le plus concrètement la distinction que ce courant ontologique va opérer par rapport à tous les courants que je viens de citer, c'est-à-dire culturaliste, structuraliste, cognitiviste, psychanalytique ou psychologique, de la diversité de la réalité. Je vais reprendre l'exemple que j'ai cité la semaine passée, savoir le rapport au monde magique. Aujourd'hui, je vais parler des rapports avec les esprits. C'est un exemple qui va vous faire marrer, mais c'est un exemple qui va montrer concrètement la différence que va instituer la posture ontologique. Alors, parlons du contexte marocain. Les esprits, on l'appelle les djinns ou les jnoun, bien sûr. Souvent, dans les études, quand on étudie les études sur les djinns ou sur les jnoun, les rapports des humains, on trouve une explication, par exemple, culturaliste. Ça veut dire quoi, une explication culturaliste? Ça veut dire les rapports des humains, des Marocains avec ces esprits, ce sont des manières de symboliser, d'exprimer de façon symbolique des aspects de la culture. C'est-à-dire, c'est une manière que les humains, les Marocains en l'occurrence, symbolisent la réalité pour dire une chose réelle, mais de façon symbolique. Donc, c'est-à-dire que c'est un aspect culturel qui caractérise les Marocains dans leur relation avec les esprits. Pour les explications psychologiques, ils vont dire non, ces relations avec les esprits, les rapports avec les esprits, ça reflète un état psychologique ou un état psychique humain. C'est-à-dire, ça peut être un désordre, ce sont des gens fous, ou bien ce sont des gens aliénés, ou bien ce sont des gens qui ont dédoublement de personnalité. Donc, c'est un état psychique. C'est un état psychique qui se traduit par des croyances sur des altérités qui sont les esprits, sur des altérités qui sont les djinns. Si on prend l'explication cognitiviste, alors les esprits, ce n'est pas des entités réelles, ce n'est pas un monde réel qui existe en soi, mais c'est une disposition de l'esprit humain, c'est une disposition de l'esprit marocain, c'est-à-dire comment l'esprit marocain fonctionne, c'est-à-dire ça explique un fonctionnement
du cerveau, de l'esprit humain. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que tout cela se dit? Pour l'explication structuraliste, les rapports avec les esprits, ça reflète aussi une disposition de l'esprit, une structure mentale, un rapport à la culture et à la nature. C'est un rapport à la nature, mais toujours de la perspective d'un humain, d'un Marocain. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a en commun dans tous ces courants? Le commun dans tous ces courants, il part d'un postulat qu'ils considèrent comme vrai, que les esprits, le monde des esprits n'existe pas. Que ce sont des projections culturelles, des projections psychologiques, des projections cognitivistes d'une réalité qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça une posture anthropocentrique. Anthropocentrique, ça veut dire tout part de l'humain, tout est centré sur l'humain. Le monde externe, celui des esprits, n'existe pas. Mais si, il existe seulement dans nos têtes, dans nos esprits, dans notre psychique, ou dans nos structures mentales. Ou bien, il existe seulement comme moyen de symboliser, façon culturelle, de symboliser la réalité. Et alors, quelle est la différence avec le courant ontologique? Ils vont dire toutes ces postures, ce sont des postures épistémologiques de la réalité. C'est-à-dire que les réalités n'existent pas comme telles, mais elle est seulement une idée humaine. C'est-à-dire la réalité des esprits n'existe pas comme telle, mais seulement c'est une idée, reprojection, c'est une réflexion des idées humaines. C'est-à-dire il n'y a pas une entité ontologique qui s'appelle les esprits qui existent en tant que tels. Alors le courant ontologique dit non. On va rompre avec toutes ces postures, on va dire non. Ça ne veut pas dire que seulement l'humain qui existe, et bien on ne peut pas dire que les esprits n'existent pas, le monde des esprits n'existe pas. Parce que ça, c'est une posture anthropocentrique, et il faut réellement actualiser la multiplicité du monde. Et cela va changer complètement les rapports, c'est-à-dire que les esprits constituent leur monde à part que celui des humains. Donc ça, c'est l'exemple concret qu'on va reprendre en filigrane pour essayer de rapprocher qu'est-ce que le courant ontologique reproche aux autres courants. Donc, comme je viens de le dire, l'ontological turn s'érige contre une approche épistémologique du réel, c'est-à-dire d'une représentation d'une même supposée réalité. Il y a une seule réalité, mais il y a des perspectives, des représentations différentes des réalités. Et il va postuler pour une reconnaissance de ces réalités comme telles. L'exemple des esprits qu'on vient de citer. Et donc, le courant ontologique va aussi s'ériger contre une modernité englobante. On verra plus tard quels sont les aspects politiques de cette posture, qui réduit systématiquement les différentes réalités ontologiques à une différence de représentation d'une même réalité. C'est-à-dire que les esprits n'existent pas, mais seulement il y a des représentations qui vont représentation au-delà de l'humain, différemment, selon les cultures, selon les psychés et selon les dispositions de l'esprit, ou selon les structures mentales. Donc, c'est ça la critique fondamentale. On va voir l'apport philosophique, c'est-à-dire les origines philosophiques de ce courant ontologique, parce que c'est important. Alors, ce que je viens de dire là, il croise plusieurs descriptions que Hicham a données tout à l'heure sur les nouvelles courants, les nouvelles tendances, c'est-à-dire l'anti-essentialisme, l'anti-généralisation, etc., etc. Alors, reprenons les origines philosophiques. Le perspectivisme, ou bien l'ontological turn, trouve ses origines
hein, dans la pensée de Nietzsche, le philosophe allemand, qui lui a déjà proposé une ontologie de la pluralité. Ah, c'est-à-dire, et là aussi c'est important, l'ontologie de la pluralité. Autrement dit, il propose une théorie perspective, hein, pour justement l'opposer à une épistémologie comme je viens de le définir. C'est-à-dire, il y a une pluralité des réalités, hein, il n'y a pas seulement une pluralité, hein, d'idées, de représentations, d'épistémologie d'approcher une seule réalité, mais il y a des réalités, des vraies, hein, réalités multiples, des véritables réalités multiples. Alors le terme de perspective chez Nietzsche prend le sens de la pluralité de sens, hein, c'est-à-dire la pluralité de signification, de la polysémie, c'est-à-dire la polysémie, c'est la pluralité justement de sens et de signification, hein, qui est irréductible à toute définition univoque et non ambiguë. C'est-à-dire, hein, il y a une pluralité de signification et qu'on ne peut pas réduire cette pluralité à un sens univoque, hein, qui n'est pas ambigu, un seul sens qui est ambigu. C'est-à-dire que les sens de la réalité prend différentes significations, hein, qui sont des significations ambiguës, hein, et qui ne sont pas univoques, et qu'on ne peut pas réduire à une seule réalité, à une seule signification. Et donc, à une signification hégémonique et une seule. Il existe une pluralité de significations, hein, de réalité, du monde, hein, et du social. Alors, donc ici, on a un mot-clé qui va être repris par le perspectivisme en sciences sociales et humaines, hein, qui est le pluralisme, la pluralité des mondes, la pluralité des significations. Et dans lequel, dans ce pluralisme ontologique, c'est-à-dire des réalités ontologiques qui existent en soi, hein, qui existent en soi, dans lequel l'être, et donc c'est important ici, l'être, hein, l'être a pour essence de se montrer selon une infinité de points de vue. Donc il n'existe pas une substance essentielle qui est l'être, un seul être essentiel, substance, qui ne change pas, qui est un, hein, qui est transcendantal, qui est un. Non, mais il existe cet être, il peut se montrer, il peut s'articuler, hein, selon une infinité de points de vue, de perspectives. Donc même l'être, il prend une pluralité de sens, pluralité de signification. Et ça, pourquoi? Parce que l'être, ce n'est pas une substance qui existe comme ça, une substance, une entité fixe, figée, substantielle. Mais l'être, et c'est ça l'apport important de Nietzsche pour le courant perspectiviste, l'être consiste en un flux de relations. L'être, ce n'est pas une substance, ce sont des relations. Lesquelles relations, ces relations mêmes, sont assumées à partir d'une multitude de centres dont chacun dévoile certains aspects du monde selon la perspective qu'il ouvre sur le monde. C'est très important, c'est-à-dire dans ce flux de relations, hein, ces relations, elles-mêmes, hein, elles-mêmes ne sont pas figées, ne sont pas fixes, elles sont processuelles, ces relations, hein, parce qu'elles ouvrent sur une multitude, hein, de perspectives, et pas une seule perspective. Et donc, il y a ici, en quelque sorte, hein, une ontologie du devenir, hein, processuel, c'est-à-dire les relations qui se transforment, qui deviennent d'autres perspectives sur le monde, continuellement. Donc, il n'y a pas, hein, une relation au monde qui est fixe, qui est figée, mais qui c'est une relation, hein, qui est processuelle, c'est un processus de relations qui sont aussi, qui ouvrent sur multitude de perspectives sur
cette multiplicité du monde. Donc, ici, on n'est plus dans l'ontologie métaphysique. C'est-à-dire qu'il existe un être transcendant, qui est la cause de l'existence, la cause de l'existence, la cause du monde, mais une ontologie interprétative avec Nietzsche pour l'exploration du monde. C'est-à-dire, l'être n'existe pas en soi, c'est-à-dire qu'il n'est pas qui n'est pas transcendant, c'est ça dans la métaphysique, l'ontologie métaphysique classique, mais c'est un être interprété. Et l'interprétation, elle est multiple, parce que il n'y a pas une seule interprétation, il y a plusieurs interprétations. Et étant être interprété, donc c'est un processus qui fait ce sont des perspectives, ces interprétations. Si nous, dans notre interaction avec le monde, nous interprétons le monde. Et ces interprétations elles-mêmes ne sont pas figées, parce qu'ils sont dans une relation avec le monde en constant devenir. Et donc, en étant être interprété, il ne peut pas être l'être substantiel et transcendant. Ça, on verra pourquoi c'est... La multiplicité des perspectives interdit l'hégémonie de l'interprétation unique. Il n'y a pas une seule et une unique interprétation du monde, de notre rapport avec le monde. Mais il y a une multiplicité de perspectives, dépendamment des relations que nous entreprenons avec ce monde ou avec ces mondes. Et donc, en continuelle interprétation, on est en continue interaction avec notre monde, le monde ontologique, le monde social, et on est en continuelle interprétation de ce monde. Un autre point important, donc ici ça va être un point fondamental pour le perspectivisme en sciences sociales et humaines. Dans cette ontologie interprétative nietzschienne, la subjectivité corporelle prend une place centrale. Ici, je reviens à ce que Hicham a dit tout à l'heure par rapport au corps. Le corps va être ici fondamental. La subjectivité, ici, on n'est pas placé dans l'âme, il n'est pas placé dans l'esprit, elle est placée dans le corps. La subjectivité est corporelle. Donc, ce n'est pas un être pensant transcendantal, un être pensant transcendantal qui pense le monde, mais dans cette ontologie, c'est notre rapport affectif avec les affects, avec notre corps, que nous engageons nos relations avec le monde. Donc, ici, c'est une subjectivité corporelle. C'est très important. On va déplacer la subjectivité de l'être, de l'esprit, aux affects, au corps. C'est avec le corps que nous instituons comme sujet dans nos relations avec le monde. Parce que leurs relations avec le monde sont entreprises avec nos affects, avec nos corps. Et les activités de corps, ce ne sont pas des activités non réfléchies, ce ne sont pas des activités du corps elle-même, du corps lui-même. Ce sont aussi des activités intentionnelles de signification. C'est une production intentionnelle de signification. C'est-à-dire, le corps, il produit des significations dans son rapport avec le monde multiple. Et ça, c'est on déplace complètement la focale sur l'affect, sur le corps, comme sujet, et non pas sur l'esprit, sur l'âme, comme dans l'ontologie transcendantale. Et donc, le corps est en mesure de révéler et manifester la valeur et l'essence de l'être. Donc, l'essence de l'être,
hein, ce n'est pas dans l'esprit. Hein. Le corps, hein, elle est dans le corps, dans nos corps. Hein. C'est avec le corps que nous sentons le monde, hein, hein, que nous tissons des relations avec nous-mêmes et avec le monde. Et c'est le corps qui s'instaure comme un sujet, hein, qui est le sujet de la volonté, de la puissance et du devenir. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple pour rapprocher cette philosophie nietzschéenne, c'est-à-dire le corps comme un sujet de la volonté et de la puissance, à le corps comme sujet, où il y a une volonté de devenir, hein, et de changement. J'ai travaillé longtemps avec, par exemple, sur des prisonniers politiques. Et j'ai tissé une relation d'amitié avec un de ces prisonniers politiques qui a enduré pendant presque 20 ans, hein, d'emprisonnement dans l'isolement total, l'obscurité, hein, absolue. Et pour survivre dans des conditions, parce que l'emprisonnement a été pensé comme un moyen de mort lente pour se débarrasser de ces prisonniers, lui, il va entreprendre comme moyen de survie. Il y a beaucoup qui sont morts, mais lui, il est des rares survivants qui ont pu survivre. Et alors, qu'est-ce qu'il va entreprendre? Il va réaliser tout de suite qu'il était incarcéré pour mourir. Il va faire une sorte de révolution dans le sens de Deleuze, des termes. Il va, en quelque sorte, pousser les conditions de son incarcération aux limites, à l'extrême, pour les vider de leur signification mortifère. Et donc, il va détruire ce qu'il appelle son premier corps. Il va le détruire. Hein. Donc, il va l'exposer au froid, l'exposer à la faim, l'exposer à la maladie, l'exposer à tout. Et donc, il va essayer de détruire son corps. Et de ce corps détruit, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux qui sont intéressés, j'ai déjà publié ça quelque part, vous trouvez ça sur ma page Academia. De son corps, il va émerger un autre corps. Un autre corps qu'il appelle, lui, deuxième corps. Ce deuxième corps, il ne va plus sentir le froid, il ne va plus sentir la faim, il ne va plus sentir le sommeil. Et de ce corps qui va s'allier en ami avec la maladie, qui va s'allier en ami avec la mort. Et ce corps, deuxième corps, c'est lui qui va inspirer une transformation de l'esprit de ce détenu. Dans le sens, c'est lui qui va lui inspirer une forme d'action, ou des formes d'action de résilience, pour transcender les conditions d'incarcération. Il ne parle jamais d'esprit, il ne parle jamais d'âme, mais il parle de son deuxième corps qui va l'aider. Et ce deuxième corps, c'est ce deuxième corps, en même temps qu'il se transforme, il va se transformer sa manière de penser, sa manière d'approcher la prison, d'approcher les détenus, d'approcher le monde, d'approcher le monde même et l'existence. Et donc le sujet, dans ce cas, ce n'est plus l'esprit ou l'âme, c'est son corps, son propre corps biologique, avec lequel il a pu transformer aussi sa manière de penser. Et donc ici, on se trouve complètement dans cette perspective nietzschéenne, où le corps est devenu comme le sujet de la volonté de puissance, de surpasser les conditions d'incarcération, de devenir, c'est-à-dire de se métamorphoser, de devenir autre, devenir quelqu'un d'autre, capable de résister à toutes les conditions mortifères de l'incarcération. Ça, c'est un exemple concret de ce qu'on entend comme le corps, comme un sujet de la volonté, de la puissance de devenir. Donc, c'est avec nos corps que nous sommes des sujets dans ce monde. Et donc, on vient à la deuxième étape, c'est-à-dire avec Deleuze, qui part du perspectivisme nietzschéen. C'est un philosophe français qui est aussi, comme je l'ai dit,
en préambule de cette présentation, aussi considéré comme l'un des post-structuralistes, comme Foucault, mais avec deux perspectives complètement différentes, hein, parfois opposées. Hein. C'est à partir de perspectives nietzschéennes que Deleuze, justement, va puiser sa propre ontologie de la multiplicité et du devenir, hein, à partir de perspectivisme nietzschéen que le post-structuralisme de Deleuze est pensé. Alors on a vu avec Nietzsche, dans son ontologie interprétative, qu'il y a un sens d'être à chaque fois différent dans les perspectives qu'il exprime. C'est-à-dire, et ça c'est très important, là où il y a perspective, il y a être. C'est complètement différent, hein, de l'ontologie transcendante. C'est de l'être qui mane les perspectives. C'est de l'être qui mane les perspectives. C'est-à-dire qu'il y a un être, une substance qui s'appelle l'être, hein, hein, et de cet être, hein, c'est là qui émane les perspectives. C'est-à-dire, pour le dire de façon un peu anthropomorphique, c'est-à-dire, c'est plus l'homme, hein, qui est l'origine de la perspective. C'est lui qui va penser, hein, hein, c'est-à-dire le monde des esprits, ce n'est pas une perspective d'un être qui est l'humain. Mais il y a des perspectives, et à chaque fois il y a une perspective, il y a un être. Il y a un bouleversement total, hein, de l'ontologie métaphysique. C'est-à-dire, par exemple, dans le courant ontologique, à partir du moment où il y a perspective, il y a être, on ne peut plus nier, hein, on ne peut plus dire qu'il y a seulement une perspective humaine, une multitude de perspectives humaines, mais il y a aussi une multitude d'êtres, hein, c'est ça le courant ontologique, multitude d'êtres, c'est d'entités ontologiques, hein, parce qu'il y a une multitude de perspectives. Autrement dit, pour reprendre notre exemple, les esprits, ce n'est pas une perspective humaine de la réalité. Les esprits, ils ont leur propre perspective du monde. Parce que ce sont des entités qui existent comme telles. Et ça, c'est très important, hein, pour le courant ontologique. On ne peut plus nier la multiplicité des mondes, le monde des esprits, le monde des arbres, le monde des animaux. Hein, hein, ils ont eux-mêmes leur propre perspective. L'animal a sa propre perspective. Les répercussions écologiques, hein, les répercussions dans le domaine de la religion, hein, les répercussions politiques, comme on le verra, sont énormes. Donc il y a une conception chez Deleuze univoque de la nature contre une conception où la nature est pensée soit comme un ensemble de ressemblances qui diffèrent le long d'une série, ou soit comme un ensemble de différences qui se ressemblent dans une structure. On va comprendre pourquoi, ici, Deleuze est un post-structuraliste, anti-évolutionniste et post-structuraliste. Alors, il n'y a plus, je reprends, une conception univoque de la nature. Une conception univoque de la nature contre une conception où la nature est pensée comme un ensemble de ressemblances. C'est-à-dire, autrement dit, la nature, ce n'est pas seulement il n'y a pas seulement une seule nature, comme dans l'évolutionnisme. C'est-à-dire, nous, les animaux, les arbres, hein, les insectes, et tout, hein, nous formons une seule nature qui a évolué dans une série, mais qui se ressemble. C'est-à-dire qu'il avait un ancêtre et puis qu'ils ont évolué le long d'une série de ressemblances. Et cette ressemblance va se radicaliser de plus en plus quand on s'éloigne de l'origine. Donc, on est dans une seule nature. À partir de cette seule nature,
il y a différentes expressions de la même nature, comme dans l'évolutionnisme darwinien. L'abîme, et puis voilà, l'évolution, il y a une seule nature biologique à partir de laquelle il y a une évolution le long des séries. Ce n'est pas seulement non plus un ensemble de différences qui se ressemblent dans une structure. Rappelons-le, le structuralisme, il opère par opposition, c'est-à-dire la structure. La structure, c'est une structure réunie des éléments qui sont différents, mais qui se ressemblent. Plus, moins, grand, petit, terrien, marin, etc. Mais ce sont des ressemblances par opposition et qui sont rassemblées dans une structure. Donc, ils expriment la même nature également. Alors, c'est ça, être un post-structuraliste à la deleuzienne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter ce mononaturalisme. C'est-à-dire, il y a une multiplicité des natures. Il n'y a pas seulement une nature qui a évolué, qui a donné différentes expressions, et il y a différentes entités ontologiques naturellement différentes. C'est là explicitement, c'est de là explicitement que le perspectivisme, l'ontologie culturelle va puiser ses ressources théoriques. Donc, ontologie univoque veut dire pluralité de sens pour un même être, les mondes dont l'être se dit diffèrent en tous les sens. C'est-à-dire, il y a plusieurs natures à une seule culture. Alors, donc, comme je l'ai dit au début, l'ontologie culture s'érige contre une approche épistémologique du réel qui réduit systématiquement les différentes réalités ontologiques à une différence de représentation d'une même réalité. Donc, l'altérité, l'autre, ce qui est l'autre, pas seulement l'autre humain, mais l'autre de l'humain en général, n'est pas le reflet d'une multitude de manières de se représenter un monde singulier qui est réellement ce qui est, mais plutôt l'affirmation de la multiplicité effective des mondes. Ça, on l'a dit. On a dit aussi que l'ontologie culturelle dénonce une modernité englobante et sa science universelle. Une modernité occidentale en général et sa science universelle qui, disqualifiant les multiples formes de connaissances comme croyances, traditions, perspectives culturelles, niant les différences de faire les mondes. C'est-à-dire que la manière de la science universelle, il y a une seule manière de conceptualiser le monde des autres, les multiples formes de connaissances aussi, les multiples formes de connaissances indigènes, locales, qui ne sont pas occidentales, en Afrique, en Amérindien, en monde arabe, et partout dans le monde non occidental, comme croyance, c'est-à-dire tradition, perspective culturelle, qui nie les différences de faire les mondes. C'est-à-dire, autrement dit, toute la connaissance, la production du savoir, le rapport au monde, le rapport différencié au monde des autres peuples est réduit à des expressions culturelles. C'est leur manière culturelle de voir le monde. Mais il y a un seul monde. C'est leur représentation du monde. Et c'est une représentation qui est marquée par leurs moyens culturels, parfois même par leur évolution, par leur, je dirais, par leurs conditions historico-culturelles. Mais ce n'est pas
une connaissance véritable, ce n'est pas un rapport véritable et effectif avec le monde, et ce n'est pas une véritable connaissance du monde. Ce n'est qu'une croyance, ce n'est qu'une perspective, et ce n'est pas une véritable connaissance. La véritable connaissance, c'est la connaissance de la science universelle occidentale, c'est-à-dire de la modernité englobante à l'occidentale. Donc ici, l'ontological turn s'attaque au relativisme épistémologique. C'est ici, je reprends la question sur le relativisme, je crois il y a 2 séances de là, ou bien je ne me rappelle plus, mais une question c'était sur le relativisme, et j'ai dit oui et non, relativisme et non. Exactement, c'est ça la posture de l'ontological turn. Il s'attaque au relativisme épistémologique, qui, impliquant une perspective détachée, capable de percevoir toutes les différences culturelles, instaure de facto de nouvelles formes de hiérarchie, malgré sa vocation pluraliste et émancipatrice. C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est un relativisme épistémologique, ce n'est pas vraiment un relativisme. Parce que dans ce supposé relativisme, on pose une perspective qui est la perspective de la modernité englobante de la science universelle comme une perspective détachée, qui n'est pas impliquée par ce relativisme, et qui, elle, capable de percevoir toutes les différences culturelles et de les désigner. Et donc, il instaure, malgré son vœu de relativisme, il instaure de nouvelles formes de hiérarchie, malgré sa vocation pluraliste et émancipatrice. Donc, ici, à la fin, on verra que si les implications politiques de ce tournant ontologique sont conséquentes. Donc, l'une des conséquences de l'ontologie politique, et donc ce que l'ontological turn veut réaliser, c'est de rapetisser, de rendre petit cette modernité qui englobe tout, la rendant spécifique. La modernité, ce n'est pas une modernité universelle, c'est une modernité spécifique à une culture bien spécifique qui est l'Occident. Donc, rapetisser cette modernité qui englobe tout, la rendant spécifique, pour libérer ainsi l'espace ontologique pour que quelque chose d'autre puisse exister. À partir du moment où il y a une ontologie, une science universelle occidentale, une ontologie, une modernité qui englobe tout, elle encombre les espaces, elle ne libère pas, ne laisse pas l'espace pour la création théorique, pour la création scientifique, pour la création des concepts, pour imaginer autre chose, au-delà de la modernité qui englobe tout. Autrement dit, on est souvent encapsulé dans cette modernité qui englobe tout, et nous ne pensons le monde qu'à travers les outils conceptuels et théoriques de cette modernité qui englobe tout et sa science universelle. L'ontological turn veut réduire cette modernité qui englobe tout, sa science universelle, à une dimension spécifique, à l'Occident, pour reconsidérer à égalité les autres perspectives, les autres approches de la réalité du monde. Donc, dans ce refus, le relativisme culturel, l'approche ontologique, première chose qu'elle va faire, et surtout avec le perspectivisme amérindien, avec les anthropologues amérindiens, notamment Eduardo de Castro, son refus du relativisme culturel et de l'universalisme scientifique, l'approche ontologique va tendre à inverser le modèle occidental multiculturaliste. Elle pose le multinaturalisme comme condition ontologique, rappelant ce que nous avons dit à propos de Nietzsche et de Deleuze, c'est-à-dire que nous nous distinguons par rapport à nos corps. Les sujets, ce ne sont pas des esprits, les sujets, ce sont des corps. Donc, ce sont des natures corporelles. Et donc,
on est distingué par nos corps. Contrairement à, à la, à, à l'idéologie évolutionniste darwinienne, hein, qui nous fait qu'un seul corps qui existe et que nous distinguons par nos cultures, hein, l'homo erectus, l'homo fabrus, l'homo sapiens sapiens. Donc, il y a une élévation au niveau de la culture qui va nous faire distinguer des animaux. Hein, hein. Et donc, c'est par la culture, par l'esprit, que nous distinguons des autres. Et alors, l'approche ontologique, elle va faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une multitude de cultures. C'est-à-dire qu'il y a une seule culture, mais différentes natures. C'est-à-dire, ce qui nous distingue, ce ne sont pas les esprits, mais ce sont nos corps, nos rapports au monde, nos affects. C'est ça qui nous fait distinguer les uns des autres. Et ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'âme. Et ça, c'est toute une critique à des, comment dire, à des idéologies scientifiques, colonialistes, qui ont encouragé, renforcé le colonialisme, l'impérialisme, c'est-à-dire qui distinguent, c'est-à-dire qui doutaient, même si les peuplades, entre guillemets, excusez-moi le terme, c'est-à-dire les peuples primitifs, aient une âme. C'est-à-dire que parce que donc nous nous distinguons par les âmes et puis plus qu'on est primitif, plus on a des âmes plus proches des animaux, donc presque on n'a pas des âmes. Donc l'âme, l'esprit exprime une évolution, une évolution. Et donc l'ontological turn, il veut rejeter tout ça en disant que c'est pas l'esprit, c'est pas la culture qui nous distingue, il y a une seule culture. Et d'ailleurs, cette culture, nous la partageons même avec les animaux. Hein. Avec les animaux, nous partageons même cette culture. On ne distingue pas de ça. Dans notre culture des animaux, nous partageons la culture avec les autres entités. Nous partageons la culture avec les esprits. Nous partageons les cultures avec, d'ailleurs, l'esprit, le même mot, même esprit, c'est-à-dire, veut te dire, nous partageons cette culture avec les animaux. Et ce qui nous distingue, ce sont des corps. C'est-à-dire, au lieu de l'évolution darwinienne, supposer qu'il y avait une seule nature à l'origine qui a donné naissance à plusieurs cultures, il y a une seule culture à l'origine dans l'ontologie culturelle, il y a une seule culture à l'origine, une culture, et qui a donné à différentes expressions corporelles, à différentes natures, qui sont les animaux, qui sont les esprits, qui sont les humains. Donc, le multinaturalisme conçoit une entité phénoménologique ou représentatielle, l'esprit est égal à la culture, qui est indifféremment impliquée à une diversité objective radicale des corps, des natures. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, on ne diffère pas par nos esprits, mais par nos corps, puisque, selon Nietzsche et Deleuze, c'est le corps qui fait le sujet et non pas l'esprit. Donc, la perspective, et c'est ça ce qu'on entend par perspectivisme, la perspective ne serait pas une représentation. Pourquoi? Tout simplement, si les représentations sont la propriété de l'esprit, les perspectives, elles, sont situées dans les corps. Autrement dit, les représentations sont les mêmes. Mais ce qui nous distingue, ce sont les perspectives corporelles, bien évidemment. Et donc, les esprits, pour reprendre l'exemple avant, les esprits, les genoux, les djinns, ce ne sont pas des représentations d'une réalité qui normalement n'existe pas pour les autres courants de pensée, qui n'existent que dans la tête ou dans la psyché des humains. Mais les esprits, ce sont des entités ontologiques qui existent
comme telles, et qui ont leur propre perspective du monde, qui ont leur propre perspective sur nous-mêmes. Et donc ça, c'est complètement différent. Hein. Ce n'est pas nous qui avons une perspective transcendantale et qu'on ne percevons différemment les choses, le monde, les entités, mais les autres qui existent aussi ont leur propre perspective, et notamment leur perspective, ce que nous sommes et ce que nous faisons dans ce monde. Puisque les différences entre les perspectives, c'est-à-dire les points de vue, sont données par les spécificités du corps, et sachant que l'esprit ou l'âme est identique à tous les esprits. Et donc, par schématisant, puisque la perspective elle se place par le corps, puisqu'il y a différentes corporalités, hein, et donc il y a plusieurs perspectives, hein, plusieurs points de vue, hein, qui sont donnés par les spécificités de ces corps. Donc, l'ontological turn inverse complètement la perspective évolutionniste en opposant l'anthropomorphisme animique à l'anthropocentrisme évolutionniste. Qu'est-ce que l'anthropocentrisme évolutionniste? Je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il y a, tout est centré sur l'humain, l'anthropos, tout est centré sur l'humain, et le monde n'existe qu'à travers cette perspective centrée sur l'humain, n'existe qu'à travers nous, les humains, avec l'anthropomorphisme animique, que c'est-à-dire que cette réalité, tout ce que nous sommes, nous le partageons, nous le partageons avec les autres existences. Avec les autres existences. Il n'y a pas une perspective centrée, mais il y a des perspectives diffuses dont nous faisons partie nous-mêmes. Autrement dit, ici là où il y a une coupure radicale avec toutes les approches positivistes, l'autre du sujet, ce n'est pas un objet, mais c'est un autre sujet. Puisque nous ne sommes plus les seuls sujets, parce que la subjectivité est corporelle, elle est dans l'affect et dans le corps, on n'est plus les seuls sujets, et donc, et les autres, le monde est l'objet, l'objet de notre investigation, l'objet de notre exploitation, l'objet de notre impérialisme écologique, économique, tout ce que vous voulez. L'autre du sujet est un autre sujet. Et donc ici, on a un rapport d'égalité avec les autres mondes d'existence, qui sont l'écologie, la nature, les arbres, les forêts, et les esprits et les animaux. Et donc, on ne doit plus les traiter comme des objets d'exploitation et des objets d'investigation. Des objets qu'on traite, qu'on domine, qu'on domestique, qu'on consomme, qu'on détruit à notre guise. Mais c'est des sujets qu'on doit traiter avec respect et qu'on doit avoir des interactions avec ces sujets, les autres sujets. Donc ici, on va sortir d'une approche de l'exploitation écologique. C'est pourquoi j'ai dit au début que ça concerne aussi bien les sciences écologiques, les sciences politiques, les sciences de la science et les sciences de la religion. Ici, ça change complètement la perspective, l'approche écologique. Et cette approche écologique qui existe dans la réalité, ce n'est pas un pur vœu. Cette approche écologique existe dans la réalité, c'est-à-dire les indigènes, ce qu'on appelle les indigènes, les Amérindiens de l'Amazonie, ils ont une approche complètement animiste dans leur rapport avec cette écologie. Parce qu'ils considèrent que cette nature est animée. Elle a une existence réelle, des subjectivités réelles, ses propres perspectives. Et donc, on la traite avec respect. On rentre avec une relation avec cette écologie, et non pas une relation
d'objectivation dans le sens négatif, objectivation dans le sens de la rendre soit objet d'investigation rapace, soit objet d'investigation économique rapace aussi. Donc, à chaque être à qui on attribue un point de vue est un sujet, et là où il y a un point de vue, il y a une position de sujet, on retrouve Nietzsche et Deleuze, et c'est sur ça que le perspectivisme en sciences sociales humaines a fondé sa théorie. Et donc, contrairement à l'épistémologie constructiviste, où le point de vue crée l'objet, et là, notre rupture fondamentale, c'est-à-dire la position transcendale du sujet, c'est le sujet qui crée l'objet. C'est le point de vue qui crée l'objet. Et le point de vue, il est situé dans l'esprit. Donc, c'est l'esprit humain qui crée l'objet. Donc, c'est la position transcendantale du sujet. Le perspectivisme ontologique pose le point de vue comme origine du sujet. On retrouve Deleuze également. Donc, immanence et non transcendance. C'est-à-dire, il n'y a pas une... le sujet, elle est relationnelle. Elle est dans le processus relationnel avec les éléments, les entités ontologiques du monde, et non pas un sujet transcendantal qui pense et qui pose et qui crée l'objet de sa pensée. Donc, le fait de mettre l'accent sur les réalités multiples peut engendrer de nouveaux concepts capables de dépasser ceux qui sont issus de l'ontologie moderne dominante. Ça, c'est l'un des buts posés par l'ontologie culturelle, par le perspectivisme. À partir du moment où on va libérer le champ d'une modernité qui englobe tout et sa science universelle, on va libérer le champ pour la création conceptuelle, créer des concepts nouveaux, pour penser le monde, pour penser les relations avec le monde et pour repenser la modernité elle-même et sa science universelle. Et donc, par exemple, pour Eduardo Viveiros de Castro, qui est un anthropologue et qui était l'élève de Lévi-Strauss, ça c'est important de souligner, pour montrer la posture post-structuraliste de Viveiros de Castro, c'est l'anthropologie, pour lui, c'est une science de production de concepts. Elle doit produire les concepts. Dans son approche de la modernité, dans son approche rapetissante de la modernité qui englobe tout, elle doit créer des concepts alternatifs pour penser le monde et pour penser la réalité. Et le perspectivisme est un de ces concepts nouveaux pour challenger, pour critiquer, pour déconstruire, et pour dépasser les concepts produits par la modernité universaliste. Et donc, le langage ontologique, et ça, je crois vous l'avez certainement deviné, est capital non seulement pour une logique d'ordre méthodologique, inverser les perspectives, dépasser l'épistémologie de la réalité, etc. Ce n'est pas seulement d'ordre méthodologique, mais il a aussi une raison stratégique. Et une raison stratégique, on l'a souligné, c'est rapetisser la modernité, la science universelle, pour la rendre spécifique. Pour la rendre spécifique à son contexte géographique, à son contexte historique et à son contexte culturel. Et donc, l'ontologie culturelle acte comme une contre-mesure aux tactiques de déréalisation, c'est-à-dire nier la réalité du monde, de déréalisation, souvent mobilisée contre les pensées indigènes, les pensées locales, réduites souvent à un simple world of view, c'est-à-dire forme de savoir local en représentation. C'est-à-dire c'est une représentation spécifique à cette culture, et qu'elle ne peut pas prétendre à une certaine universalité pour penser le monde, comme le peut la modernité qui englobe tout. C'est-à-dire, on va
on va essayer de contrer ces tactiques de déréalisation, hein, des pensées, des mondes, hein, des pratiques des indigènes, des pensées locales, hein, qui sont rendues spécifiques, hein, hein, par cette modernité qui englobe tout, hein, considérées comme des worldviews, comme des points de vue spécifiques, culturellement spécifiques, hein, à cette culture. Dans cette perspective, ici là, on voit la dimension énormément politique de l'ontologie culturelle. L'approche ontologique est définie comme une science de l'autodétermination des mondes, des peuples, et partant comme une science fondamentalement politique, comme je viens de le souligner. Autrement dit, c'est-à-dire que c'est une science qui va essayer de libérer les mondes, les altérités, les autres mondes, autres que le monde, hein, le monde occidental, de la modernité qui englobe tout, hein, pour une autodétermination, pour avoir leur propre, hein, vision, hein, leur propre approche, leur propre réalité, hein, et qui n'est pas réduite seulement à des représentations d'une réalité qui est la même, mais qui est pensée différemment à chaque fois. Mais il est pensé de façon universelle par la pensée occidentale, par la modernité qui englobe tout, et il est pensé seulement spécifiquement, hein, et de façon à moindre importance par les pensées indigènes et locales. Je termine par une critique à l'ontologie culturelle. Hicham l'a souligné, je l'ai souligné, Marie-Claude Hins l'a souligné, Abdellatif l'a souligné également. On n'est pas là pour dire qu'on est pour un courant contre l'autre. On ne défend pas une posture contre l'autre. Chacun a sa posture, mais dans un séminaire, il faut être ouvert et moins dogmatique et être ouvert à présenter les différentes perspectives, les différentes approches, les différentes approches méthodologiques, théoriques et empiriques, hein, des réalités sociales, parce que c'est l'aspect pédagogique d'un séminaire. Et deuxièmement, pour avoir une ouverture d'esprit, hein, sur les débats, sur les échanges, sur les critiques, comment on se forge, comment on se distancie, hein, comment on dépasse, tout en adaptant une posture, en la dépassant, pour avoir ça à l'esprit, hein, pour aussi, parce que c'est très utile, très formateur, hein, pour rapprocher nos propres sujets d'investigation et de recherche, hein, pour ne plus rester encapsulé, hein, dans un dogmatisme théorique méthodologique, pour ne plus rester enfermé dans une pensée unique, hein, hein, et pour pour s'ouvrir sur d'autres modes de pensée qui parfois sont complètement différents de ceux que nous adoptons dans nos recherches et dans nos études. Et donc ici, la critique, hein, s'inscrit dans ce cadre. Dans ce cadre, c'est pour montrer aussi les limites, hein, de ce courant ontologique, qui aussi a montré les limites des autres courants avant lui, hein, et sur ces limites, il a essayé de forger sa critique, hein, radicale. Et donc, je dirais, l'un des majeurs, l'une des majeures lacunes de l'ontologie culturelle, c'est justement, hein, sa dimension stratégique et politique.
qui va pousser certains de ces chercheurs à ignorer hein, les réalités ethnographiques. Parce que, mus par ce désir, par cette volonté de contrer la modernité qui englobe tout, par forger des concepts anti-modernité. D'ailleurs, le perspectivisme, il prône la non-modernité, contre justement cette modernité qui englobe tout. Et vous pouvez lire les travaux, notamment en plus de Castro, que je viens de citer, Bruno Latour, pour ceux qui s'intéressent à la sociologie des sciences, à la sociologie et à l'anthropologie des sciences. Ils peuvent lire notamment Bruno Latour, notamment son livre « Nous n'avons jamais été modernes hein ». Et ses débats avec De Castro notamment. Et donc, avec cette dimension stratégique et lourdement politique, certains chercheurs de ce courant ignoraient l'impératif ethnographique, l'impératif phénoménologique, empirique et expérimentiel. Donc, en abolissant les dichotomies consacrées, nature-culture, objet-sujet, corps-esprit, humain-non-humain, ça vous l'avez deviné, bien sûr, il n'y a plus cette séparation entre corps et esprit, il n'y a plus cette séparation entre humain et non-humain, les perspectives, il n'y a plus le sujet dans notre sujet, c'est un sujet, c'est pas un objet, donc il n'y a plus cette dichotomie étanche entre objet et sujet. Donc, il n'y a plus cette dichotomie entre nature et culture. Donc, en déconstruisant, en abolissant toutes ces dichotomies, l'approche ontologique, certainement, a ouvert des perspectives nouvelles et des terrains neufs en élargissant le champ de l'expérience phénoménologique. Donc, on ne peut plus voir la réalité. On ne peut plus voir la réalité sociale comme avant, avec l'ontologie culturelle. On ne va plus étudier, par exemple, les esprits, leurs relations avec les esprits, avec le monde, ce qu'on appelle le monde surnaturel. On ne peut plus l'étudier avec cette perspective comme on l'étudiait avant, avec la perspective culturaliste, avec la perspective structuraliste, avec la perspective cognitive. On ne peut plus l'étudier comme ça, c'est-à-dire avec ça. Donc, on ouvre le champ de ce qui est phénoménologiquement expérimenté. Ça, c'est assez important de le dire. C'est très important. C'est-à-dire, on ne peut plus étudier les animaux comme des objets avant. C'est-à-dire, comme on étudiait des réflexes, comme dans l'éthologie. On ne peut plus les étudier comme on les étudie en éthologie, comme un objet d'investigation qui est dépouillé d'une subjectivité. Les animaux, dans cette perspective ontologique, ils ont leur propre subjectivité. Et dans leur étude, c'est un rapport sujet à sujet qui doit émerger comme relation. Et donc, ça c'est très important. Ce sont des pistes de recherche importantes qu'elle ouvre. Donc, en se libérant des concepts très chargés de cette modernité universelle, on ouvre de nouveaux champs de perspectives phénoménologiques. Mais, et c'est là que je vais en venir, il faut souligner aussi les limites méthodologiques. Je l'ai dit, l'ontologie perspectiviste est plus concernée par la production des concepts et l'émergence des problèmes intellectuels. On peut, ça c'est mon point de vue, donc elle se place dans une position intellectualiste. Elle se place dans une intellectualiste concernée davantage par la création des concepts pour contrer les concepts de la modernité qui englobe tout. Et ça se fait souvent au détriment de la réalité ethnographique ou des réalités ethnographiques. Les tendances essentialisantes et généralisantes des perspectivismes sont aussi à déplorer et qui sont à chercher surtout dans sa posture idéologique et dans son objectif
théorique même. C'est-à-dire, on va poser une théorie, d'emblée une théorie, on va poser d'emblée un, un objectif politique, voire idéologique, hein, et on va aller le chercher sur le terrain. Et on va le généraliser pour dire les Amérindiens pensent ça contre les Occidentaux. Et justement, parmi les critiques qui ont été adressées à Vero de Castro, lui, il va utiliser certains récits ethnographiques, certaines réalités ethnographiques, et il va ignorer d'autres qui contredisent hein, ces concepts, qui contredisent hein, ces constructions théoriques. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif idéologique derrière. Donc, cherchant à moins décrire une réalité, avec tout l'effort herméneutique et ou phénoménologique que cela exige, donc une réalité, les réalités multiples. Quand on parle des réalités du monde, donc il faut aller voir ces réalités. Il faut aller décrire ces multitudes. Il faut aller décrire cette multiplicité du monde. Ce pluverse, il faut aller le décrire, hein, le détailler ethnographiquement sur le terrain, dans les relations avec les entités ontologiques, des humains ou non humains. Au lieu de ça, donc, l'ontologie politique, hein, elle va essayer d'établir une équivalence entre les épistémologies locales, ce qu'on appelle native, et les épistémologies académiques, pour réduire hein, l'importance de ces derniers. Et donc, en cherchant à aller pour faire cette équivalence, on ignore justement la différence, justement, hein, ethnographiquement, les différences qui existent entre ces deux épistémologies, à la fois l'épistémologie locale et à la fois l'épistémologie académique. Et donc, et ça, c'est le risque. Et on l'a dit, on l'a redit, Hicham l'a dit, je l'ai dit, ça c'est le risque quand on est déjà, hein, qu'on est déjà, je dirais, enfermé, motivé hein, par une, je dirais, par une idéologie, par des présupposés politiques, par des présupposés théoriques fermes qui ont une charge politique énorme, ça c'est le risque d'ignorer les réalités hein, sur le terrain, les réalités du monde qu'on essaie de décrire et de rapporter. Et merci. Merci beaucoup, professeur Zakaria Rani, pour cette présentation très riche et très dense aussi. Donc, je vais peut-être essayer, avant de prendre une série de questions, enfin de synthétiser les questions pour conclure. Donc, je vais peut-être revenir sur certains points de cette présentation et mettre l'accent sur les éléments qui sont importants de retenir. Je pense que, Zakaria, tu l'as bien souligné, toute l'importance des affects dans cette perspective, et c'est un point essentiel et important à se rappeler. Donc, pour revenir sur ce tournant ontologique en anthropologie, peut-être qu'une des choses qui serait important de souligner, c'est que, et tu l'as dit, mais je vais le redire autrement pour le bénéfice de tout le monde. Donc, le tournant ontologique en anthropologie répond au défi qui a été posé à l'anthropologie contemporaine de trouver un moyen d'échapper à l'anthropocentrisme, c'est-à-dire d'essayer de s'extirper de la place prépondérance de l'anthropos, de l'homme, donc de l'être humain, qui est au centre du monde social. Donc, on privilégie avec la perspective ontologique une perspective
que l'on qualifie de non anthropocentrique, donc où l'homme n'est plus au centre du monde. Et comme tu l'as bien souligné, et on rompt avec cette dichotomie entre nature et culture, entre humain et non humain. Donc, les auteurs importants aussi, peut-être pour les rappeler, donc de ce courant, donc bien sûr l'anthropologue brésilien Eduardo Vieira de Castro, et aussi donc Bruno Latour, le sociologue, Philippe Descola, et on peut penser aussi à Frédéric Keck, qui sont les auteurs majeurs qui ont développé ce courant. Donc, je vous invite à lire leurs travaux pour pouvoir en savoir plus. Un autre point important de la présentation sur ce tournant ce tournant ontologique pardon, en anthropologie, et ça fait écho à ce que Hicham disait un peu plus tôt, c'est vraiment toute l'importance des connaissances ordinaires, des world views, des savoirs socialement situés. Et donc, ça fait vraiment écho à ce qu'Hicham disait en fin de présentation, c'est que aujourd'hui, dans les constructions, en fait, dans les modèles théoriques, on privilégie des savoirs qui ne sont plus essentiellement qu'académiques, mais aussi des savoirs, si on veut, si on peut le dire aussi bêtement, des savoirs plus communs. Donc, c'est une des composantes essentielles des derniers développements en termes d'appréhension du monde. La présentation de Zaccaria Rani a aussi mis l'accent sur l'importance de la contextualisation, comme nous l'a rappelé Hicham juste auparavant. Donc, toute l'importance de situer dans un contexte. Et enfin, que dire du courant ontologique? Peut-être qu'on peut dire qu'elle privilégie justement la prise en compte de descriptions de la multitude des perspectives qui s'offrent à nous pour étudier les phénomènes. Donc, je vais essayer dans cette synthèse aussi de répondre à plusieurs des questions en disant peut-être, et là, je pense que c'était le propos, et Zaccaria l'a rappelé aussi à la fin de sa présentation, donc une question qui revient souvent, mais alors comment choisir un modèle théorique? Donc, le séminaire vous a montré qu'il y a une multitude de perspectives théoriques, de courants théoriques qui s'offrent à vous. Et donc, chacun des présentateurs, donc que ce soit le professeur Mansour ou Rani, ont montré que, en fait, ce qui est important, c'est de choisir une approche théorique, un modèle théorique qui soit le mieux à même d'expliquer les phénomènes que l'on étudie. Donc, c'est vraiment, d'où cette importance justement de ne pas être dogmatique, mais d'essayer de trouver la perspective théorique qui puisse nous permettre d'expliquer de manière plus adéquate comment rendre compte des réalités empiriques que l'on a observées. Voilà, donc il y avait encore des questions plus spécifiques sur quel ouvrage de Nietzsche consulter, donc peut-être que, donc en lien avec la présentation de Zaccaria, donc peut-être qu'on pourra y répondre dans le chat. Et donc, il y avait encore des questions aussi trop spécifiques, moins en lien avec, donc je vais laisser de côté, mais je pense que tout au long de ce séminaire, vous avez été à même de comprendre comment les développements de la méthodologie en sciences sociales en est venu aussi à transformer nos disciplines. Et peut-être que je laisserai le soin à professeur Mansour, professeur Rani, de nous dire brièvement quelques mots pour conclure ce séminaire. Je ne sais pas si Hicham ou Zaccaria qui veut commencer.
Oui, je vais prendre la question sur la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, parce que c'est une question générale. D'autres questions demandent plus d'élaboration, donc je vais faire l'économie de ça et peut-être Zakaria prendra aussi une ou deux. Alors, il n'y a pas de réponse directe pour la différence entre inter, pluri ou multi et trans. Mais juste pour clarifier la différence, à partir des préfixes pluri ou multidisciplinarité, c'est-à-dire étudier un seul objet à partir de différentes perspectives disciplinaires. Disons par exemple le corps, il est étudié à partir de la biologie, à partir de l'anthropologie, à partir de la biochimie peut-être, etc. Donc ça, c'est la multi- ou pluridisciplinarité. Pour l'interdisciplinarité, c'est quand deux ou plus de disciplines, ou bien quand un objet se situe sur la frontière de deux disciplines. Je viens de citer la biochimie, la biologie et la chimie, la sociologie et l'anthropologie, la linguistique et l'économie, etc. Ou bien la sociologie et l'économie, etc. La transdisciplinarité est supérieure à ces deux approches, puisqu'il ne s'agit pas d'étudier le même objet à partir de différentes postures disciplinaires, mais développer l'objet ensemble à l'intérieur de plusieurs disciplines. C'est-à-dire, ce n'est pas la sociologie qui apporte sa contribution pour étudier un objet, l'économie qui apporte sa contribution, etc., mais construire un objet de recherche from scratch, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, dès le départ, on construit le même objet. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la santé et de la maladie. Quand on traite la santé et la maladie d'un point de vue transdisciplinaire, ce n'est pas juxtaposer les différentes contributions des différentes disciplines, mais construire un objet, développer des concepts communs, développer des méthodes communes, etc. Donc, ça, c'est la version courte pour expliquer la différence. La version longue, je peux vous renvoyer à différentes lectures sur sur le sujet. Je ne pense pas qu'on a le temps pour développer davantage. Voilà, il y avait plein d'autres questions. Je laisse Zakaria d'abord prendre le relais et puis on verra si on a encore le temps. Zakaria, tu es là? There you go. Alors pour Nietzsche, il y a déjà la volonté de puissance. C'est un livre important. Il développe Nietzsche la volonté, la notion de perspectivisme, de perspective. Ça, c'est Nietzsche, essentiellement le livre. Il y a le livre de Garnier sur Nietzsche des années 60. C'est un livre très, très important, l'un des meilleurs livres qui ont été écrits sur Nietzsche, justement sur le perspectivisme interprétatif de Nietzsche. Il y a aussi le livre de Deleuze sur Nietzsche. C'est aussi très important. Donc, ces trois livres se complémentent. Parfois, la pensée de Nietzsche est difficile parce qu'elle est très concise et très, comment dire, très succincte. Alors, on trouve des élaborations chez Garnier et chez Deleuze sur la notion de perspectivisme notamment. Pour l'interdisciplinarité, le pluri, Hicham, j'ai parlé déjà de ça au début de ma communication, mais Hicham aussi l'a rappelé maintenant, donc je pourrais ajouter sur ça. Je ne sais pas s'il y a des questions directes sur ça. Il y avait une autre question un peu complexe, c'est comment justifier le passage, si je me rappelle bien, de Saussure au tournoi linguistique, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de positivisme dans l'approche des Saussure, dans la mesure où il considérait le langage comme une réalité
indépendante des individus à travers sa théorie duale sur le langage peut être cisé à travers deux éléments essentiels, le signifiant et le signifié, et que les individus qui parlent ce langage n'ont pas de prise sur les processus linguistiques, comme par opposition à la tradition anglo-saxonne sur le langage qui considère qu'il y a trois éléments. Il y a le signifiant, le signifié et un sujet qui interprète le code linguistique. Donc, mais on ne peut pas vraiment faire le tour de ça, mais le tournant linguistique ne se limite pas à ce débat. Le tournant linguistique porte sur l'idée générale selon laquelle la réalité est également façonnée par le langage. C'est ça, donc c'est un principe assez général et ça ne porte pas sur les débats ésotériques entre les linguistes, mais juste la reconnaître que la réalité, contrairement à ce qui est dit postulé par les positivistes, n'est pas indépendante des consciences, de la conscience des individus, mais que le langage contribue à créer cette réalité. Voilà. Dans la tradition de Saussure, Bourdieu l'avait très bien schématisé en disant que selon cette tradition structuraliste, les individus sont parlés par la langue qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'ils ne jouent ils n'ont aucune prise parlée par la langue qu'ils parlent. C'est-à-dire que la manière dont on voit le monde, elle est déterminée essentiellement par le langage et que nous, en tant qu'individus, nous ne contribuons pas vraiment à façonner ce langage. Ça a été vraiment nuancé par la suite par d'autres critiques. Voilà. Peut-être, Zakaria, il y avait une question. Marie-Claude est toujours là? En attendant, Zakaria, tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Non, 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 tu es fatigué? Oui, je pense que la synthèse que Marie-Claude a présentée a déjà anticipé plusieurs questions. Oui. Plusieurs questions. Donc, une seule chose qui est importante, c'est que c'est pas la fin aujourd'hui, on ouvre, c'est une ouverture sur d'autres champs, des chantiers de travail collectif avec les étudiants sur des sujets similaires, mais aussi sur comme Hicham et Marie-Claude l'ont dit au début, sur des ateliers plus pratiques de méthode, et on verra comment on peut faire des articulations dont on a parlé de façon un peu abstraite. On va essayer de l'appliquer, de la réaliser dans des ateliers, notamment en automne et en présentiel. Espérons-le. Oui, on va essayer également, parce qu'il y a des questions qui portent sur la bibliographie, on va essayer de vous envoyer à travers les MEA une liste bibliographique prolongée, c'est-à-dire incluant des références, des livres, des articles, etc., que vous pouvez consulter. Voilà. Sinon, oui, Abdelatif est encore là. C'est bon, vous avez fait le tour, je suppose. Oui, et il ne nous reste que de dire merci à tout le monde et qu'on a beaucoup apprécié cette compagnie agréable, même si on ne se voyait pas, on ne se voit pas, mais il y a eu un lien intellectuel qui s'est établi entre nous, en tant qu'équipe et avec les participants. Et comme Zakaria vient de le mentionner, ce n'est pas à la fin, mais c'est juste, ça peut permettre de dire, comment dire en anglais, springboard, c'est-à-dire comme un plongeoir, pour mieux sauter.
mieux sauter et approfondir les questions qui n'ont pas été explicitées hein, dans nos exposés, parce que je le rappelle encore une fois, ce n'était pas un séminaire sur les méthodes de recherche, mais un séminaire sur la méthodologie et les méthodes, c'est-à-dire comment les différentes postures méthodologiques euh, 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 façonnent hein, des choix méthodologiques. Voilà, donc, merci encore une fois à tout le monde. Merci Hicham, merci Zakaria, merci Marie-Claude, merci à l'équipe de l'IMEA, merci à toutes les participantes et à tous les participants de l'intérêt que tout le monde a donné à ce séminaire très riche et dont les propos sont enrichissants. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses, beaucoup d'ailleurs, des choses qui me pousseraient certainement à réfléchir. Certainement, les auditrices et les auditeurs, à leur tour, ils ont appris énormément de choses. Et comme m'a dit Zakaria et Hicham, c'est l'occasion d'approfondir les choses. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'un processus. Et donc, je remercie encore une fois mes deux collègues et amis. Je remercie encore une fois Marie-Claude d'avoir initié ce travail, cet échange très riche, très fructueux, qui donne à l'IMEA et qui permet à l'IMEA d'avoir un certain positionnement et une certaine valeur ajoutée dans le champ des sciences, de la recherche en sciences humaines et sociales. On va, comme je l'ai dit tout à l'heure, continuer avec des séminaires aussi qui vont venir en juillet, mais surtout au cours de la rentrée prochaine, avec nos chercheurs, en l'occurrence Zakaria et Hicham, qui vont animer la deuxième session de ce séminaire sur la méthodologie, parce qu'il y a énormément de chercheurs comme vous qui attendent leur tour, mais aussi avec d'autres séminaires un peu peut-être en mettant l'accent sur la partie empirique, sur l'analyse des données, sur la modélisation. On va voir, on est en train de discuter avec les amis. Comme ça, on va سي خالد رفيق تقدر تسد الميكرو ديالك الله يرضي عليك سي خالد سي خالد merci d'éteindre votre micro. Donc je disais que on va capitaliser sur cette expérience pour éditer certainement, comme on l'a déjà dit, un textbook avec la contribution des collègues sur la méthodologie de recherche de façon générale en sciences humaines et sociales, qui va être édité par l'appui de l'Université Mohammed V de Rabat, et on verra la possibilité d'avoir d'autres soutiens, notamment celui de l'AUF. Donc je remercie tout le monde et je vous remercie de votre participation très riche et très intéressante. Vous étiez très nombreux. Alhamdulillah, à chaque fois il y a une centaine de participantes et de participants. Et encore une fois, je remercie mes collègues. N'hésitez pas, qui ont animé évidemment ces différents séminaires et ateliers, n'hésitez pas à visiter la page Facebook de l'IMEA, la chaîne YouTube de l'IMEA et le site web de l'IMEA, où vous avez les vidéos pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer ou d'assister, où vous avez aussi les présentations des collègues qui vont être mises en ligne dès que possible. Donc, en votre nom, je remercie mes amis et collègues qui ont bien voulu prendre de leur temps pour animer ces séminaires et ces ateliers. Et félicitations, on peut se féliciter tous du succès qu'ont connu ces séminaires et ces ateliers. Et je vous présente au nom du président de l'université qui est au courant de tout ce qui se passe,
J'avais une réunion avec lui hier. Il vous félicite, il vous remercie. Et le moment venu, il va faire le nécessaire pour recevoir tout le monde et remercier tout le monde. Donc, merci à tous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdelatif. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, salut. Merci, merci, au revoir.